C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de Graviton. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, tous les vendredis matins dans les bonnes applications de podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple, YouTube aussi, sans la vidéo, juste avec le son. On parle toutes choses pertinentes pour les développeurs, pour les builders, autour du cloud, des clouds, j'ai envie de dire, et en plus particulier du cloud AWS, avec aujourd'hui une technologie faite maison qui s'appelle Graviton, dont vous avez déjà certainement entendu parler, les fameuses instances EC2G, quelque chose, Graviton 1, 2, 3, 4, avec un expert en la matière pour nous en parler, Arthur Petitpierre, tu es Solution Architect dans l'équipe EC2, spécialisée sur ces architectures ARM, puisqu'il s'agit d'ARM autour de Graviton. Comment tu définis Graviton, c'est quoi ? Bonjour à tous d'abord. Graviton, une des dernières étapes dans la longue stratégie de développement de hardware custom en général. AWS a commencé il y a très longtemps, en fait, c'est pas toujours visible, mais quand on a commencé à grossir, on s'est rendu compte qu'on atteignait certaines limites sur la partie réseau et qu'on avait du mal à avoir des fournisseurs qui soient capables d'analyser ce qu'on faisait à l'échelle. Donc on a eu une première stratégie qui a été de partir sur quelque chose qui était tout nouveau à l'époque, le Software Defined Network. Et pour faire du Software Defined Network, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait besoin de construire notre propre matériel. Et donc on a construit notre propre matériel, au départ sous forme un petit peu de prototype. Des routeurs, des switches et des trucs comme ça. Des routeurs, des switches et la pile logicielle qui va avec. Et puis on s'est rendu compte que non seulement ça marchait, alors ça c'était le point du prototype initial, mais surtout ça se révélait être quelque chose qui à notre échelle avait vraiment du sens. Et donc on a commencé à remplacer l'ensemble de notre backbone réseau par cette technologie-là, avec un protocole réseau propriétaire, avec du matériel qui repose toujours sur des ASIC similaires à ce qu'on retrouve dans l'industrie, mais assemblés pour correspondre à nos besoins. Et puis, comme ça marchait très bien. On a commencé à se poser d'autres questions sur si on dispose d'une capacité à designer du hardware, qu'est-ce qu'on pourrait remplacer d'autre de manière efficace. Et une des cibles suivantes a été de se préoccuper de transformer le système de virtualisation pour aller le désassembler en plusieurs petits morceaux, faire du microservice sur la chaîne de virtualisation. Tout au début, on utilisait un système de virtualisation standard, open source, qui s'appelait Xen. C'est pas un secret, c'est documenté également. Et donc, c'est cette brique-là qu'on a aussi remplacée par du matériel. On a coupé cette brique-là en petits morceaux, et puis certains morceaux sont allés sur du hardware dédié, et certains morceaux, donc la partie qui tourne sur les cartes mères, est devenue beaucoup plus fine. Et donc, on a fabriqué des chips dédiés pour la partie réseau, pour la partie IBS et pour la partie disques locaux. C'est ce qu'on appelle AWS Nitro. Exactement. Alors souvent, j'évite d'utiliser les mots AWS de façon à rendre les choses plus simples à comprendre, mais c'est AWS Nitro avec à la fois une couche d'hyperviseur et une couche où on vient amener sur du matériel dédié certaines fonctions de l'hyperviseur, comme le réseau ou comme l'utilisation des disques virtuels EBS. Puis on a poussé le bouchon un peu plus loin, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut encore remplacer Exactement. dans nos data centers. À partir du moment où on avait eu besoin de designer des chips spécifiques pour la partie accélérateur Nitro, on s'est dit on a du savoir-faire pour développer des processeurs ARM. Il se trouve qu'au cours de cette longue aventure qui a abouti à Nitro, on avait racheté une startup qui s'appelait Annapurna. On avait trouvé qu'ils faisaient de l'excellent travail, et donc Annapurna est devenue une partie d'AWS, et leur savoir-faire de design de chips, on l'a réutilisé pour fabriquer le premier processeur Graviton, qui d'ailleurs était une légère variante sur le processeur ARM qu'on avait dans les cartes Nitro utilisées pour la partie virtualisation.
Oui, c'est ça. On a d'abord commencé à faire des processeurs pour les cartes Nitro avant de les exposer aux clients dans des serveurs, des instances EC2, des machines virtuelles pour éviter le jargon Exactement. AWS. Euh, ARM, pourquoi ce type d'architecture? Euh, D'une part parce qu'on savait très bien faire, C'est une d'autre bonne part raison. parce qu'on n'avait pas tellement le choix. Euh, pour faire le choix qui aurait été le plus simple, ça aurait été de refaire un processeur avec des instructions de type x86. Donc des instructions similaires à ce qu'on a sur les Chez processeurs Intel et AMD. Intel ou sur les Mhm. processeurs AMD. Il y a 3 licences qui existent pour faire des processeurs x86. La première, elle appartient à son créateur, Intel. La seconde, elle appartient à AMD. Et la troisième, de mémoire, elle doit appartenir à VIA. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une quatrième d'ailleurs. Mais bref, nous, on n'en a pas. Par contre, on a du savoir-faire sur le design de chip ARM. On avait une longue histoire de collaboration avec ARM. Et d'un point de vue logiciel, il se trouve que l'écosystème logiciel associé à l'architecture ARM était déjà extrêmement mature. Alors c'est déjà compliqué d'amener un nouveau processeur sur le marché, mais le temps de maturation de l'écosystème logiciel est extrêmement long. En fait, avant d'avoir disponible dans les distributions Linux, avant d'avoir l'ensemble des runtime, avant d'avoir l'ensemble des compilateurs qui soient capables de faire des choses efficaces pour une nouvelle architecture, euh, il faut jusqu'à une dizaine d'années. Un exemple aujourd'hui, c'est une architecture émergente comme RISC-V par exemple. L'écosystème logiciel, il est balbutiant. On commence à avoir des compilateurs qui plus ou moins optimisent, mais on est encore très très au tout début de ce qu'est l'aventure logicielle de cette architecture-là. Donc on a fait le choix de prendre une architecture qui était à la fois qu'on maîtrisait correctement et qui était extrêmement mature sur le plan logiciel, de façon à réduire le temps dont on pensait qu'il allait être nécessaire pour nos clients pour l'adopter. Et puis ARM est une architecture ouverte, si j'ai bien compris. On peut acheter une licence pour fabriquer des processeurs sous architecture ARM, ce qu'on ne peut pas faire pour du x64, puisque les licences sont propriétaires et leur propriétaire ne vend pas de Et ça, licence. ce que tu amènes, c'est un point super important, c'est que en choisissant une architecture, on aurait pu faire le choix de dire, ben, tiens, AWS va inventer une nouvelle architecture et partir d'une feuille blanche et définir un jeu d'instructions Amazon Web Services. La difficulté avec ça, c'est qu'on aurait créé un écosystème fermé. Euh, on aurait été les seuls à fournir ce type de processeur et d'un point de vue collaboratif, ça aurait été pas forcément ni apprécié de nos clients, ni économiquement une bonne idée. En choisissant l'architecture 64 bits de ARM, on s'insère dans un écosystème existant avec une compagnie, ARM, qui est dépositaire de la propriété intellectuelle du jeu d'instruction. Donc il y a plusieurs façons de designer un processeur ARM 64. La première façon, c'est la façon qu'utilise Apple, c'est d'acheter une licence qui autorise à utiliser le jeu d'instruction. Et donc on peut partir d'une feuille blanche pour ce qui est du design matériel, mais implémenter un jeu d'instruction existant qui garantit que le processeur que l'on design de cette façon-là va être compatible avec d'autres processeurs utilisant ce jeu d'instruction. Après, il y a une autre manière de travailler qui est celle qu'on utilise, qui est d'acheter à ARM un design de cœur. Donc, on peut penser à un blueprint de ce que va devenir un cœur et prendre Un dessin, un cette, schéma électronique. Ouais. cette image initiale et l'intégrer au milieu d'un processeur. Alors, un processeur, c'est plus que juste les corps. C'est le réseau qui interconnecte les cœurs, c'est la partie I/O qui permet aux différents cœurs d'interagir avec les ressources sur le bus PCI Express, c'est les contrôleurs mémoire qui permettent d'interagir avec la mémoire, etc. Donc, une assez grande complexité qu'on met autour des cœurs. Mais pour ce qui est du design des gravitons, du côté AWS, on a choisi de collaborer avec ARM pour aboutir à un design produit par ARM pour les cœurs et que l'on intègre dans les processeurs Graviton. Ce qui fait que, par exemple, le design que l'on a utilisé pour Graviton 2, qui est un Neoverse N1, a été également utilisé par d'autres compagnies.
donc la société Ampère, qui produit des processeurs ARM, a produit le Ampère Altra, qui est aujourd'hui le processeur ARM64 que l'on retrouve chez Microsoft ou chez Google dans leur offre cloud pour ARM64. Et ils sont entièrement compatibles. C'est-à-dire que le code que l'on va optimiser et exécuter sur un Graviton 2, sans aucune modification, il se retrouvera optimisé et fonctionnant parfaitement sur les processeurs Ampère qui sont présents chez Microsoft ou chez Google. Donc l'énorme avantage pour les clients, c'est qu'ils peuvent continuer, en tout cas utiliser des outils qu'ils connaissent, des distributions Linux. Toutes les distributions Linux standard maintenant supportent cette architecture. Tu l'as dit, les compilateurs sont là, les outils sont là, les bases de données, les virtual machines Java, Python, tout ça, ça a été recompilé, testé de longue date. Et donc un client qui démarre une machine virtuelle basée sur ce genre de processeur rentre automatiquement de fait dans un écosystème bien testé avec une très grande communauté puisqu'elle va au-delà des clients d'AWS. Est-ce que, avant de parler des avantages clients, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre Apple, tu l'as mentionné, qui essaye aussi de fabriquer ses propres processeurs pour des raisons d'optimisation, de coûts de fabrication, d'intégration avec leur écosystème logiciel, et AWS qui fabrique ses propres processeurs pour que ça s'intègre mieux dans notre parc de gestion de data center, qu'on ait plus le contrôle sur le matériel qu'on propose à nos clients? Oui, clairement, c'est une stratégie d'intégration verticale. Et effectivement, en ayant le contrôle sur le design du processeur, il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans l'utilisation, mais qu'on a pu complètement reconcevoir, et notamment toute la partie firmware sur ces instances-là. On a pu faire des choses qu'on n'avait jamais pu faire quand on travaillait avec de l'UEFI en provenance d'Intel ou des BIOS précédemment, où toute la partie initialisation des systèmes, report d'informations sur la bonne santé du matériel, etc., avait été conçue pour une exploitation dans des data centers classiques. Et AWS, on n'est pas un data center classique. On est à des échelles qui sont beaucoup plus grandes, on est à des niveaux d'automatisation dans le déploiement des systèmes qui a des échelles qui n'ont rien à voir avec ce que faisaient les clients jusque-là dans leur propre data center. Et donc, au niveau des firmware et au niveau du monitoring du matériel, on a reconçu l'ensemble de ces parties-là de façon à ce que l'on ait, par exemple, des cartes de contrôle à distance qui loguent directement sous format JSON et pas sur les formats classiques de ce genre de choses. De façon à ce que ça s'intègre complètement dans la pile logicielle de management que l'on avait sur l'ensemble de nos systèmes. Alors ça, ce sont les bénéfices pour nous. Quels sont les bénéfices pour les clients de démarrer une virtual machine sur un Graviton plutôt que sur une architecture x64? Alors, il y a un truc fondamental qui est que si on proposait un processeur qui soit plus lent, soit plus cher, on serait absolument certain de ne pas le vendre. Le point fondamental et la seule bonne raison de venir utiliser un Graviton, c'est le fait qu'on soit capable de le proposer à des coûts plus bas et avec des performances, et on pourra discuter de l'aspect optimisation de performance, dont on va prétendre qu'elles sont plus élevées que ce qu'on peut proposer sur des processeurs x86 comme on en a sur nos autres instances. Le cœur de la proposition de Graviton, c'est d'amener sur le marché quelque chose qui soit à la fois moins cher et plus performant. On a un troisième aspect qui est la partie du fait que cette architecture soit moins gourmande en énergie. Donc on est plus efficace en termes de consommation énergétique. On est grosso modo jusqu'à 60% plus efficace en termes de consommation énergétique. Et ça, c'est pour les Français qui nous écoutent, c'est une vraie préoccupation de nos clients européens, un petit peu moins aux États-Unis. Mais d'un point de vue impact direct sur le business de nos clients, la partie consommation énergétique, elle est souvent moins visible. En revanche, l'aspect prix-performance, c'est l'aspect majeur et la raison majeure pour laquelle je recommanderais d'utiliser des processeurs Graviton. J'ai un client qui me disait, d'ailleurs c'était dans un épisode du podcast ici, il disait « ça me coûte moins cher, mes applications fonctionnent
au moins aussi rapidement, parfois plus rapidement, et c'est bon pour la planète. Donc c'est un no-brainer, comme on dit en anglais, on y va. Est-ce que c'est vraiment un no-brainer? Est-ce que je redémarre avec une version ARM de ma distro Linux, j'installe les versions ARM de Python de mon JDK Java, et voilà, je redéploie mes applications, c'est bon? À haut niveau, complètement. C'est-à-dire que si je ne travaille que sur des outils de haut niveau, je me connecte sur une distribution Linux, sur une machine ARM, les noms des packages sont les mêmes, les package managers sont les mêmes, je veux utiliser Docker, c'est le même Docker, je veux utiliser Kubernetes, c'est le même Kubernetes, les services Amazon sont disponibles de la même façon, il y a extrêmement peu de différence. Mais le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails, toujours. Si on prend l'ensemble de la pile de ce qu'on peut faire, je pense que la façon la plus simple d'adopter Graviton, c'est d'utiliser un de nos services managés. Quand on utilise quelque chose comme nos bases de données, RDS par exemple, on utilise une API avec le service concerné. Et cette API, que le serveur tourne sur un système x86 ou un système ARM64, l'API reste exactement la même. On utilise quelque chose qui est déjà pré-packagé. Les données restent les mêmes. La façon dont elles sont processées change sur le processeur, mais c'est absolument invisible de manière externe. Le processus de migration est aussi transparent que quand on migrait d'une génération à une autre sur x86. Oui, c'est comme passer d'une version 5 à une version 6 de MySQL, j'exporte mes données, je les réimporte sur une autre base de données, mais vu de mes applications, si je parle JDBC, ODBC et du SQL, peu importe le processeur qui est en dessous, c'est tout à fait transparent pour les applications. Et là, les clients peuvent déjà avoir une amélioration du ratio coût-performance? Oui. On a porté, je pense qu'on a porté maintenant la quasi-totalité de nos services managés, donc que ce soit RDS, Elasticache, Elasticsearch, enfin OpenSearch maintenant. Je pense qu'un des plus récents qu'on a dû porter, ça doit être la partie managée de Kafka. Il y a également plein de services dont on ne révèle jamais l'architecture, comme DynamoDB ou les load balancers, dont les utilisateurs n'ont pas besoin de le savoir parce qu'on n'expose pas l'architecture, mais pour partie ou pour totalité, ces services-là sont également aujourd'hui sur Graviton, et ça se fait de manière extrêmement transparente. J'ai un client qui faisait beaucoup d'analyses, qui fait beaucoup d'analyses big data avec des gros clusters, et qui me dit le changement, c'était changer une ligne de code dans mon Terraform pour changer l'architecture, redémarrer les clusters, et voilà. Alors pour les clients qui utilisent EMR, j'imagine que c'est à ça que tu fais référence. Effectivement, il suffit alors, EMR, c'est un service intéressant parce que c'est à la fois quelque chose de complètement managé et en même temps, on exécute du code de nos clients. Effectivement, quand on change le type d'instance, automatiquement, dans le déploiement de EMR, EMR va prendre une image de système d'exploitation qui correspond à l'architecture et puis va amener l'ensemble des librairies classiquement utilisées dans un contexte EMR, donc une machine virtuelle Java, Scala, Hadoop, des bouts de Python si nécessaire. Et si l'ensemble du code Java utilisé par les clients est composé de pure Java ou composé de choses récentes en Java, ça va s'exécuter de manière totalement transparente, sans aucun changement sur le code. Les seuls cas, et au final ils sont rares, où il y aura des choses à faire, c'est que Java peut avoir des extensions écrites dans des langages de bas niveau et compilées nativement pour l'architecture cible. C'est ce qu'on appelle les GNI. Et si les dépendances de l'application contiennent ce type d'extension, effectivement, il va falloir se préoccuper d'avoir une extension compilée pour l'architecture ARM64 de façon à ce que ça puisse fonctionner. Alors, justement... En pratique, le monde Java s'est toujours beaucoup préoccupé de faire attention à ce que les choses soient portables. Donc, dans la chaîne de compilation des librairies Java,
On s'est préoccupé très tôt d'avoir la capacité à générer des librairies en cross-compilant pour différentes architectures. Donc il y a probablement, sans que vous en soyez jamais aperçu, il y a extrêmement souvent eu du code pour PowerPC, du code pour Spark dans les dépendances Java, et souvent du code ARM64. Et donc les versions récentes de vos librairies contiennent très probablement, quand elles ont des extensions JNI, une version ARM64. Donc très souvent, quand j'ai des clients qui me disent « Ah, j'ai telle version de librairie qui ne fonctionne pas sur Graviton », le simple fait d'updater vers la dernière version permet d'avoir une version qui contient les extensions ARM64. Alors, quels sont justement les cas où ça marche moins bien? Soit il faut faire plus attention, comme celui que tu viens de citer avec JNI sur Java, ou je suppose les clients qui ont du code plus bas niveau, qu'il faut recompiler du C, du C++, ou les cas où ça marche pas du tout. Il y a effectivement tous les cas où, et là souvent on va être en dehors des contextes EMR, mais si vous utilisez directement des instances EC2 ou des conteneurs sur des instances EC2, effectivement, chaque fois qu'on va utiliser un langage de plus bas niveau qui va être compilé directement en code natif, je sais pas, quelque chose comme C, C++ ou Golang, Go, ouais. là, le binaire va devoir être généré pour l'architecture cible. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir simplement prendre l'objet qui sort de la chaîne de compilation qu'on avait sur x86 et directement l'utiliser. On va devoir en fabriquer un spécifiquement pour A. Et là, on a deux possibilités. Soit on va le faire en cross-compilant. Il y a des langages qui s'y prêtent extrêmement bien. Cross-compiler, ça va être utiliser une architecture d'un type donné pour compiler vers une autre architecture. Parce qu'au final, un compilateur, ça n'est rien d'autre qu'un programme qui analyse du texte et Du binaire, prend ce texte et génère Ouais. du binaire. Donc, générer du binaire pour une autre architecture, c'est pas plus compliqué que de le faire pour l'architecture cible. En fait, le processeur sur lequel on s'exécute n'a en fait aucune influence. Donc, on peut cross-compiler. Il y a des langages qui permettent de le faire extrêmement facilement. Go, par exemple, intègre le cross-compilateur. Donc, quand on veut compiler du Go vers une autre architecture, il suffit de le mettre dans la ligne de commande, rajouter une variable d'environnement avec l'OS cible et l'architecture cible. C'est extrêmement facile. Et en plus, comme on génère des binaires qui sont statiques, tout vient avec. Donc, il n'y a pas de cauchemar. Quand on fait du Go, on définit l'architecture, le système d'exploitation cible et on génère ça extrêmement facile. En Go, en Rust, c'est assez similaire. Quand on fait du C ou du C++, ça devient un petit peu plus scabreux parce qu'on travaille sur des langages qui ont des librairies dynamiques. Donc, il faut s'assurer que l'ensemble des librairies avec lesquelles on est lié soient disponibles pour l'architecture cible. Les compilateurs n'intègrent généralement pas de cross-compilateurs. La plupart des distributions Linux maintenant permettent d'installer des cross-compilateurs de manière assez simple. On n'a plus besoin de compiler son cross-compilateur. Mais ça reste assez pénible. Donc, ma recommandation pour les gens qui travaillent avec ces langages-là, c'est qu'il est facile de lancer une instance Graviton ou d'utiliser un de nos services de CI/CD et de faire directement la compilation sur architecture ARM64. Vous gagnerez énormément de temps et vous simplifierez la vie. Cross-compiler pour le monde de l'embarqué, c'est très bien. On n'a pas tellement le choix. Les ressources sont trop limitées sur ces architectures-là. Mais pour des serveurs, utiliser les serveurs pour faire la compilation, c'est beaucoup moins pénible. Tu posais la question de ce qui va avoir besoin d'être modifié. Ouais. Alors, ce qui va avoir besoin d'être modifié, c'est finalement assez à la marge. Parce que quand on code en C ou en C++, la plupart du temps, on va utiliser des constructions d'assez haut niveau, y compris quand on fait des choses un petit peu raffinées, comme, je ne sais pas, de la multiplication de matrices. C'est assez facile de le faire avec des constructions qui sont extrêmement portables. Les seules choses qu'on va réellement avoir besoin de modifier, c'est quand on fait appel à des primitives qui sont spécifiques à l'architecture. Donc, par exemple, je peux avoir, je sais pas, j'ai écrit un programme qui va faire du processing d'images et je me suis dit, il y a des choses qui sont intéressantes à aller vectoriser, pour lesquelles on va pouvoir aller utiliser le jeu d'instructions AVX sur les processeurs Intel ou AMD. Et de cette façon-là, en le vectorisant, on va le rendre beaucoup plus rapide. Problème,
les instructions AVX, elles sont spécifiques au processeur x86. Et donc, si on essaye de compiler ces choses-là sur ARM64, ça va pas marcher du tout. Alors, la plupart des applications qui utilisent ce genre de tricks, ce qu'elles font, c'est que généralement, elles ont une implémentation en C, ou en C++, enfin, une implémentation dans le langage de haut niveau, et puis, soit en utilisant du runtime detection, soit en utilisant de la compilation conditionnelle, elles vont avoir une section avec ces instructions spécifiques. Quand on veut amener ce genre de programme ou de construction sur ARM64, on va devoir réécrire ces instructions-là. Et ces instructions-là, elles viennent en général soit d'appels vers des fonctions intrinsèques, c'est-à-dire des fonctions qui sont définies par le compilateur et qui sont mappées directement sur des instructions du processeur, soit en utilisant de l'assembleur inliné dans le programme. Effectivement, quand on utilise ces constructions-là, on va devoir les porter et les réécrire. Le point positif, c'est qu'il existe des instructions exactement similaires à celles-ci dans le monde ARM64. Elles s'appellent Néon ou bien elles s'appellent SVE pour les dernières versions. Et elles permettent d'avoir un mapping quasiment 1 pour 1 entre ce qu'on a dans le monde x86 et ce qu'on a dans le monde ARM64. Et on a même, pour ceux qui utilisent la partie call de fonction intrinsèque, il existe même plusieurs librairies qui permettent de faire de la traduction directe à la compilation des instructions AVX vers les instructions vectorielles sur ARM64. La librairie s'appelle SSE to Neon, et on existe une autre dont le nom m'échappe juste maintenant. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle redéfinit l'ensemble, elle s'intègre sous forme d'un header qu'on vient inclure dans le programme, et elle vient redéfinir tous les noms des fonctions intrinsèques pour x86 et les remplace sous forme de macro par des fonctions ARM64. Et j'ai un client qui est dans le monde de la sismique, donc avec un code assez intense, qui fait beaucoup d'opérations mathématiques sur des matrices, qui avait vectorisé son code en utilisant des fonctions intrinsèques x86. Et simplement en incluant ce header, déjà d'une part, ça lui a permis de faire le portage en changeant une ligne. Et même ce portage simple, sans optimisation spécifique pour ARM64, lui a permis d'obtenir un gain de performance supérieur à 30% sur ARM64. Ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis. Typiquement, si on a écrit de l'assembleur à la main, il va falloir le réécrire. Ça, on n'a pas de solution magique pour ça, pas encore. Mais ouais, ça peut être le genre de truc nécessaire à faire. Maintenant, je veux faire peur à personne. Ça reste quand même l'apanage d'un nombre extrêmement réduit de nos clients. Et en général, ce que j'allais dire, oui, c'est un tout petit nombre de clients, donc 95-99%, j'ai pas donné, c'est un peu à la louche comme ça. C'est ça. Ça arrive assez rarement. Très facilement. Et en plus, il se trouve que les gens qui en général ont écrit de la vectorisation directe dans leurs applications, finalement, quand on a cette compétence-là, il est assez facile de faire glisser cette compétence-là sur le processeur d'à côté, voire le développeur qui l'a écrit pour x86 est tout content d'avoir à le réécrire pour ARM64. Donc, c'est finalement pas si effrayant. Donc, le bilan, c'est quand vous avez un code écrit dans un langage de bas niveau, dans la plupart des cas, tout va bien se passer. Et dans certains cas, il y aura un petit peu de tuning à aller faire. C'est ce dont on parlait quand on préparait ensemble l'enregistrement de cet épisode. Tu me demandais est-ce que tu as eu des clients qui ont des migrations difficiles? Non, moi je vois que des clients qui migrent extrêmement facilement en quelques heures, quelques jours. Alors évidemment, ils testent leur solution pendant plusieurs semaines avant de les passer en production, mais le travail même, c'est quelques heures. En revanche, toi, par ton métier, tu ne fais qu'accompagner que les cas difficiles. Donc, tu as plein d'histoires, d'anecdotes, d'histoires où c'est un peu plus difficile. En étant en haut de la chaîne de tous les problèmes, effectivement, moi, je vois les cas problématiques. Les gens pour lesquels tout se passe bien viennent pas me voir. Enfin, en tout cas, assez rarement. Donc, effectivement, je vois les cas catastrophes, je vois les cas problématiques. Un des cas classiques, et ça on en voit beaucoup moins aujourd'hui, mais j'en ai vu pas mal au tout début du processus de migration. C'était avec des clients qui
commencé par faire le portage de leur application. En général, ça se passait assez bien, que ce soit des langages haut ou bas niveau, puis c'est leur test de performance, tout allait bien. Et puis au moment de mettre en production, là, venait se rajouter la couche monitoring, exploitation, sécurité. Et en général, et c'est particulièrement vrai chez nos clients un peu plus entreprises, c'est à ce moment-là que viennent se rajouter non plus des logiciels basés sur un grand nombre de briques open source, mais un certain nombre de choses provenant de vendeurs de logiciels, comme par exemple un logiciel de sécurité qui va faire du scan de choses en mémoire, ce genre de choses. Et là, d'un coup, nos clients arrivaient sur des bloqueurs, parce que si le vendeur de logiciel en question n'avait pas porté son logiciel sur la partie ARM64, Vous pouvez pas déployer. coincé, impossible de passer la barrière certification de l'entreprise pour avoir le droit de déployer ça en production. Donc on s'est retrouvé avec un certain nombre de clients pour lesquels on avait fait tout le boulot en amont. Les applications fonctionnaient parfaitement, et par contre la partie exploitation et la partie sécurité étaient bloquées sur la disponibilité de logiciels auprès de vendeurs tiers. Donc la recommandation que je fais tout le temps, et on a un guide qui s'appelle le Graviton Getting Started Guide qui est présent sur GitHub. Dans ce repository GitHub, on a un guide de transition. Et dans les étapes de transition vers processeur Graviton, un des trucs qu'on indique tout au début, c'est avant de commencer à porter votre application, assurez-vous que à la fin de la chaîne, vous n'oubliez pas toute la partie opérationnelle de l'exploitation des systèmes sur Graviton, de façon à ce que, au moment où vous commencez votre travail de portage, allez parler avec vos vendeurs de logiciels, et si jamais il y a un morceau qui manque, ça nous donne le temps soit d'aller trouver une alternative, soit d'aller inciter le vendeur de logiciel à recompiler son logiciel et à le rendre disponible pour ARM64, soit venir se plaindre auprès d'AWS pour que nous, qui avons la chance d'avoir des relations avec l'ensemble des ISV de la planète, on puisse aller les voir et leur dire « il y a un nouveau processeur sur le marché, il est en train de prendre de l'importance, peut-être que ça serait intéressant pour vous d'aller porter votre logiciel dessus, on a plein de clients que ça intéresserait. » Tu as aussi vu des histoires où les gains de performance n'étaient pas au rendez-vous, voire pire que sur x64? Alors oui, bien sûr. Ouais. J'en ai vu des rigolos de ce point de vue-là, qui des fois, c'était marrant. J'ai vu des cas où je pense à un en particulier, où le client porte sur ARM64 et là revient avec 30 ou 40% de perte de performance. On commence à regarder, on leur met à disposition des outils qui permettent de faire du profiling. Alors tout ça est extrêmement bien décrit d'ailleurs dans le Getting Started Guide. Et puis là, on se rend compte que c'est un programme de transcoding vidéo, et on se rend compte que dans la boucle critique du transcodage, il y avait une fonction qui venait demander à la plateforme combien de processeurs étaient vivants. Un call system qui permet de savoir combien il y a de processeurs. Et ce call system n'est pas particulièrement rapide sur la partie ARM64, et plus lent que sur la partie x86, et beaucoup plus lent que quand on l'exécute sur un Mac. Et ce client en particulier a développé sur Mac. Développe sur Mac, a une grande majorité de ses clients qui tournent sur des Macs, c'est du rendering vidéo. Et il se trouve que sur Mac, le call pour savoir combien il y a de processeurs en ligne, il est extrêmement rapide parce que la plateforme ne supporte pas le CPU hot plug. Donc, c'est une petite case en mémoire qui contient le nombre de processeurs qui a été initialisé par le kernel pendant le boot, et puis ça change jamais. Donc, le call system qui permet d'avoir cette information, c'est juste lire une case en mémoire, ça va assez vite. Sur x86, sur Linux, c'est un peu plus lent parce que la plateforme supporte le hot plug. Donc, il faut quand même demander au kernel il y en a combien, parce que ça a pu changer. Mais ça reste relativement rapide. Sur ARM64, personne ne s'est jamais posé la question de savoir à quelle vitesse va cette fonction, parce que personne ne fait de l'appel en boucle de ce genre de fonction, et il se trouve que la fonction est de l'ordre de 5 ou 6 fois plus lente que sur x86.
Et comme ce truc-là avait dû être inséré il y a très longtemps dans le code, personne s'en était jamais aperçu. Bon, ils avaient des performances qui n'étaient pas forcément très très bonnes sur Linux x86, mais ça n'avait pas l'air de gêner grand monde. Mais là, en le portant sur ARM 64, d'un coup, c'est devenu extrêmement visible. Et c'était un simple artefact ancien. Donc, on l'a enlevé parce que finalement, on a besoin de l'avoir qu'une fois, cette information-là. C'était l'information qui servait à savoir sur combien de processeurs il voulait paralléliser le processing. Donc, on l'a enlevé. Et là, on s'est retrouvé avec un programme qui, d'une part, tournait 50 à 60% plus rapidement sur l'ensemble des plateformes parce qu'on avait enlevé un call. Alors, c'était assez mineur sur Mac parce que ça allait déjà vite. C'était déjà moins mineur sur x86 et puis alors sur ARM 64 c'est devenu complètement majeur et l'ordre de performance des différentes archives d'un coup s'est inversé et on s'est retrouvé avec une version sur ARM 64 qui marchait extrêmement bien. C'est pas une constante ça quand on veut optimiser les performances, faut pas nécessairement changer de plateforme, faut peut-être aller regarder comment le code fonctionne d'abord et travailler son code. Ça c'est le combat de ma vie. Ça, c'est si vous me posez la question de comment rendre vos applications plus rapides, le dernier truc à aller voir, c'est le processeur, l'avant-dernier, c'est le système, et le premier, c'est votre application. Et bien souvent, ce que j'observe chez nos clients, c'est exactement l'inverse. C'est première chose dont on se préoccupe, c'est le processeur, parce que ça, c'est facile. D'une certaine manière, on l'achète. Donc, on va passer beaucoup de temps à se préoccuper de savoir qu'on achète le plus performant, qu'on achète le bon. Et je vois beaucoup de clients passer beaucoup de temps à faire des benchmarks et à comparer. Le deuxième truc que je vois revenir très souvent, et juste pour finir sur le premier, les ordres de grandeur de variation quand on passe d'un processeur à un autre, c'est entre 0 et 15% et de façon exceptionnelle entre 0 et 30%. Ce qu'on a fait en termes de gain de performance entre les différentes générations de processeurs Graviton, c'est assez exceptionnel par rapport à ce qu'on a eu précédemment dans le monde des processeurs où entre deux générations on voit plutôt 10 à 15% de variation. Là, entre Graviton 2 et Graviton 3, on a 25%, entre Graviton 3 et Graviton 4, grosso modo, on a 30%. Mais c'est finalement assez rare. Le deuxième truc que j'entends beaucoup et sur lequel je vois beaucoup de demandes, c'est sur la partie comment on pourrait tuner Linux pour que notre application aille plus vite. Et là, il y a toujours un peu de gain à avoir, mais il est beaucoup plus mineur que ce qu'on imagine et en général, on est plutôt de l'ordre de 0 à 5% ou de 0 à 10%. Je dis pas qu'il n'y a pas des cas exceptionnels où on arrive à gagner un petit peu plus que ça, mais c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Par contre, quand on commence à se poser la question au sein de l'application à comment faire aller les choses plus vite, là, on a parfois des ordres de grandeur à gagner. Et ma zone favorite en termes de gain de performance, ça reste la partie I/O, parce que très souvent, j'interagis avec des clients qui se sont beaucoup préoccupés de qu'est-ce qui va vite, qu'est-ce qui va lentement d'un point de vue processeur dans mon application. Et on se rend compte que souvent, la partie I/O est un petit peu oubliée. Et c'est pas très étonnant parce que quand on regarde les outils de profiling, je vais faire un profiling. Le truc que je vais faire, c'est que je vais regarder quelles sont les fonctions qui restent le plus longtemps sur le CPU. Je vais faire la liste top-down et puis je vais aller regarder qu'est-ce qui reste le plus longtemps sur le CPU. Sauf que quand on fait ça, toutes les fonctions d'I/O, que ce soit le réseau ou l'écriture sur disque, quand on est en attente d'une I/O, la fonction elle est plus sur le CPU. Donc on la voit pas dans ces profilings. Et on est obligé de faire du profiling de là où mon programme est en attente. Et au final, je vois beaucoup de clients sur lesquels, quand on commence à se préoccuper de la couche I/O, des fois on gagne un facteur 2, un facteur 10. C'est pas complètement rare. Donc, message pour les développeurs, posez-vous la question de si vous faites vos I/O correctement. Il y a des gains de performance gigantesques à faire à cet endroit-là. Je reviens sur EC2. Les instances Graviton sont disponibles dans plein de familles différentes maintenant, depuis les toutes petites T jusqu'aux très grandes C, en passant par X qui sont sortis. Oui, les X8, R8, C8 sont sortis en septembre, si je me souviens bien. Donc ça va de 1 vCPU à quoi, 192 vCPU sur les... 192.
sur les plus grosses instances. Si je veux commencer, je commence par les services managés, c'est ta recommandation, et puis progressivement par les EC2, EKS, OCS. Ouais, ça dépend des cas, mais les services managés, c'est facile. Pour moi, c'est quasi indépendant de la question Graviton. Pour moi, c'est le truc le moins intéressant parce que ça marche. Il n'y a rien à changer, c'est juste un paramètre de choix. Donc ouais, faites-le. Il n'y a aucun doute sur la question. Chaque fois que c'est possible, appuyez-vous sur du Graviton 3 plutôt que sur du Graviton 2, donc les instances de 7e génération. Pour, je sais pas moi, RDS, ça veut dire si vous avez un db.m7g, ça sera plutôt votre cible. Il y a un gain de performance qui est important entre la 6e et la 7e, les Gravitons 2, donc la 6e génération, et les Gravitons 3, qui sont la 7e génération. Faut pas oublier que Graviton 2, ça commence à dater, hein. On l'a sorti il y a bientôt 5 ans maintenant, donc à la fois ça paraît nouveau et en même temps, il est là depuis longtemps, hein. Graviton 3, c'est vraiment la cible qui va être disponible dans le plus grand nombre de régions et qui va être disponible à l'échelle et sur le plus grand nombre de services. Donc c'est une excellente cible. Graviton 4, c'est la dernière génération qu'on vient de sortir, donc c'est disponible pour EC2, ça ne l'est pas encore pour les services managés, ça devrait l'être rapidement pour les premiers services managés. Si vous avez un besoin critique de performance, Graviton 4, ça peut être votre cible, sachant que effectivement, vous allez obtenir le meilleur niveau de performance dans la gamme Graviton, souvent le meilleur niveau tout court sur EC2. Mais l'impact, le désavantage, c'est que, comme on vient de le sortir, c'est encore disponible dans un petit nombre de régions, dans un petit nombre de familles. Donc, on a sorti R8G, M8G, C8G et X8G. Il y a d'autres versions qui viendront dans le futur. Mais effectivement, si vous avez vraiment besoin de performance, ça peut être votre cible. Graviton 4. Tu parles du futur, justement. C'est quoi la tendance à s'attendre pour les 5-10 prochaines années? C'est toujours plus de performance et baisser les prix? Si je dois résumer, c'est comme ça? On n'a jamais vu des clients se plaindre du fait que les processeurs soient plus rapides et moins chers. Donc, clairement, on va essayer de continuer à améliorer cette partie-là. Je pense que ce qu'on observe, c'est qu'on a eu jusqu'à la génération 5 de nos instances une tendance où on avait des cœurs qui étaient de plus en plus rapides et en même temps on arrivait à baisser le prix par cœur. À partir de la génération 7, on a vu la fin de cette tendance-là et on continue à avoir des gains de performance. Par contre, pour avoir ces gains de performance-là, on fabrique des processeurs qui sont de plus en plus complexes et donc le coût par cœur augmente. Et donc, si vous regardez le coût par vCPU entre la génération 6 et la génération 7, que ce soit sur Graviton, sur Intel ou sur AMD, ce coût par vCPU, il a augmenté. Mais il augmente moins vite que la performance. Donc, on a un ratio prix-performance qui devient plus avantageux au cours du temps. Ça implique 2-3 choses sur la façon dont on exploite les instances EC2, et notamment ça met plus de pression sur le fait d'utiliser intelligemment, efficacement les instances que vous avez en production, parce que si vous sous-utilisez les instances, et je vois beaucoup de nos clients sous-utiliser les ressources, vous allez payer plus cher pour des choses que vous n'utilisez pas. Donc c'est une incitation de plus à se préoccuper de la performance, avec le message sous-jacent qui, moi, m'est cher, qui est que quand on se préoccupe de la performance, au final, on a un impact positif sur la consommation énergétique, parce qu'on va utiliser moins de ressources, donc c'est bon pour la planète, et on a un impact positif sur la facture EC2. Si vous optimisez les performances, vous allez probablement utiliser moins de ressources, et vous allez payer moins cher. Quel meilleur mot de la fin je peux me donner? Il n'y en a pas. C'est une très bonne conclusion. Merci Arthur. Arthur Petitpierre, tu es solution architecte dans les équipes EC2 et tu es spécialisé et tu accompagnes nos clients avec ces questions de migration vers Graviton et d'analyse de performance sur Graviton. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.